Donc on est sur l'application lecture de caractères. Ce qu'on a fait, c'est juste une application très simple, à savoir mon application elle démarre, et si je reçois un caractère, je l'incrémente. Alors c'est pas un cahier des charges du sujet de TP, mais c'est pas très grave, et je le renvoie. Ok, en rajoutant un retour à la ligne. Et ça me permet de voir que effectivement quand mon microcontrôleur il démarre, j'ai le start qui apparaît, et si j'appuie sur A, Z, E, R, T, Y, et ben j'ai le caractère suivant qui apparaît à chaque fois, parce que ce que je tape au clavier ici n'apparaît pas à l'écran. Ce que je tape au clavier, ça part via le port USB vers le terminal, le port série de mon microcontrôleur. Ok. Et c'est mon microcontrôleur qui reçoit le caractère, fait un traitement dessus. Donc là, en l'occurrence, passe au caractère suivant et renvoie le caractère en question. C'est pour ça qu'au lieu d'AZERTY, j'ai le B, ça qui est le caractère qui se trouve après le Z dans la table ASCII, F, S, U, Z. Ok. Alors, pour les besoins des exercices suivants, je renlève cette partie-là, la partie caractère plus. Et on va juste faire la transmission du caractère qu'on a reçu tel quel, juste en insérant à chaque fois toujours new line et retour chariot. Et là, du coup, si je réécris AZERTY, c'est bon, ça fonctionne avec le retour chariot à chaque fois. On est OK? C'est parti, cette fois-ci, je vais faire ce qu'on vous demande, à savoir envoyer un fichier texte, donc en gros envoyer plusieurs caractères en même temps. Il se trouve là-dedans dans MPLAB. Toc. Et si j'envoie le premier document, eh ben, je vois qu'il manque beaucoup de caractères. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai beaucoup de caractères manquants, sachant que le fichier d'origine, c'est celui-là. Donc visiblement, entre ça et ça, ben, j'ai une petite différence en termes d'affichage. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ça? Alors on peut réfléchir un petit peu dans le sens où je vais essayer d'imaginer mes deux lignes, c'est-à-dire ma ligne réception, donc RX. Pour info, elle va de où vers où? RX, c'est... pardon. Je me mets sur le RX du point de vue de mon microcontrôleur. Donc c'est-à-dire que c'est la ligne qui part du PC vers mon PIC 18. D'accord? Quels vont être les caractères qui sont envoyés par mon terminal série quand j'envoie le fichier? A priori, il n'y a pas de raison de dire qu'il ne va pas envoyer tous les caractères. Donc on est d'accord que je suis censé envoyer un petit Chuck Norris. Ok sur le principe. Donc ça veut dire que comment, a priori, mon microcontrôleur, il reçoit tous ces caractères-là. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il ne transmet pas tout. Pourquoi? Donc si je regarde le TX, donc ce qui part du PIC 18 vers le PC, qu'est-ce qui se passe? Mon premier caractère, qu'est-ce qu'il va en faire, mon microcontrôleur? Il va le lire. Et qu'est-ce qu'il est censé en faire directement après, d'après mon programme là? Il est censé, après l'avoir lu, le renvoyer. On est d'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe avec ce caractère-là? Il est renvoyé. Mais est-ce qu'il est renvoyé en même temps? Non, il est renvoyé après. Une fois que j'ai reçu le caractère, je peux l'envoyer. Ok. Pendant que je l'envoie, je reçois le H. Est-ce que ça, c'est problématique? Non, parce qu'on a deux lignes de réception, une de réception, une de transmission, elles sont complètement indépendantes l'une de l'autre. C'est une liaison asynchrone. Donc c'est pas très grave. Ok. Du coup, le H, est-ce que je peux l'envoyer? Pourquoi je peux pas l'envoyer, le H? Quelque chose qui est en train d'être envoyé. Bah non, c'est pas pour ça, parce que je pourrais très bien éventuellement me dire, tiens, je pourrais très bien l'envoyer là, juste après. Alors oui, par contre, effectivement, on peut faire un petit truc entre-temps, vous avez raison, c'est de se dire que tiens, entre les deux,
je vais parler de mon buffer. Ok. Donc, dans mon buffer, je vais retrouver le C qui apparaît là. Le temps de traitement de mon buffer, il va être rempli quand mon buffer? Il va être rempli une fois que j'ai reçu le caractère en entier, on est d'accord? Donc il va être rempli, on va dire là. Ok. Et le TX, est-ce qu'il se fait... Enfin, quand est-ce qu'il va se faire? Il va se faire, on va dire, quasiment instantanément. Le fait de passer de là à là, eh ben, il faut attendre juste le caractère complet. Mais après, le passage de là à là, c'est extrêmement rapide. Ok. Donc on va dire que c'est transparent. Pour les besoins de la présentation, on va dire que c'est instantané. Vous avez peut-être remarqué là déjà, j'ai mon échelle de temps qui est là. Toc, toc, toc. Ok. Mais du coup, pourquoi est-ce que juste après, j'envoie pas le H? Parce que le H, il pourrait très bien arriver là. Toc. Et je pourrais très bien l'envoyer après. Pourquoi c'est pas le cas? Bah, si je regarde mon application, elle fait quoi mon application? Elle reçoit un caractère. Ensuite, elle envoie le caractère. Et ensuite, Elle envoie un autre caractère. ensuite, elle envoie deux autres caractères. J'envoie le \R et le \N. Ok. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le H, il a bien été mis dans mon buffer. Le U, il a bien été mis dans mon buffer. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive dans mon buffer? Il y a le C qui arrive là. Et là, qu'est-ce qui peut envoyer mon microcontrôleur? Bah, visiblement, celui qui peut envoyer, c'est le C. Ok. Et c'est pour ça que, après, il renvoie encore un \R/\n, parce qu'à chaque réception d'un caractère, il renvoie le caractère, puis \R/\n. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut se retrouver avec tout ça qui arrive à un moment donné dans mon buffer. D'accord? Mais par contre, il n'y a que certains caractères qui vont être transmis, et pas tous en fait. Ok? Et ça, c'est un petit problème. Et le problème, il est lié à quoi? Il est lié au fait que on passe beaucoup plus de temps à traiter à traiter des choses dans le microcontrôleur. Donc là, en fait, le \R/\n, ça symbolise du traitement, mais il pourrait y avoir d'autres choses qui sont faites. La réalisation d'un algorithme, et tout comme ça. Et ce qui fait que je ne peux pas tout renvoyer tel quel. Ok? Et ça, c'est à cause de mon buffer. Mon buffer, c'est quoi? Qu'on se mette bien d'accord là-dessus. Mon buffer, ça ressemble à ça. C'est ça, mon buffer. C'est quoi ça? D'un point de vue du langage C, c'est quoi ça? Une variable. C'est une variable. Ok. Cette variable-là, on peut considérer juste que c'est toc, une case dans laquelle je vais stocker la donnée C. Puis après, c'est la donnée H qui est stockée. Puis après, c'est la donnée U. Puis après, la donnée K. Et ainsi de suite. Ok. Et le problème, c'est que quand je reçois, par exemple, le K ici, dans l'espace, ici. Donc là, pour l'instant, c'est l'espace qui est stocké. Bah, le truc, c'est que ça a écrasé le K qui était stocké avant, que je n'avais pas eu le temps de traiter. D'accord? Et pour l'espace, c'est un peu pareil. Je reçois le N après. Donc, c'est-à-dire que dans ma case mémoire, j'ai plus l'espace, mais j'ai le N qui a écrasé. Et donc ça, c'est un petit problème. Parce que, au final, j'ai pas suffisamment d'espace de stockage pour stocker et conserver tous les caractères que j'ai reçus en attente de les traiter. Donc, quelle est une solution pour éviter ça? Ben, c'est qu'au lieu d'avoir un buffer à une case, on ait un buffer à plein de cases. Et avec un buffer à plein de cases, ce que je peux faire, ben, c'est stocker plusieurs caractères d'un coup. Et tous ces caractères que je stocke d'un coup, alors je ne suis pas obligé d'avoir un buffer hyper long, juste quelques cases ça suffit. Mais ça au moins, ça me permet de pouvoir stocker plusieurs cases, enfin plusieurs caractères en simultané. Je peux essayer d'avoir un truc un peu glissant comme on avait tout à l'heure. Mais au moins, si je sais que ça me prend au moins 2 caractères à faire tous mes traitements, et ben là, comme ça, je pourrais avoir un tableau d'au moins 3 caractères de large. Et ainsi, de cette manière-là, je pourrais réussir à me débrouiller. Ok? Et ben ça, en fait, c'est le buffer circulaire qui arrive un petit peu après dans le sujet de TP. Dans le sujet de TP, on vous parle de ça, le buffer circulaire. Ce buffer circulaire qui est ici, c'est juste un buffer qui a remplacé celui-là. Ok? Donc là, on va arriver au dernier truc compliqué du TP, c'est ça.
Alors c'est pas forcément plus compliqué, on va dire c'est compliqué différent de ce qu'on avait fait avant. Ok. Mais ce buffer circulaire, du coup, il va juste s'insérer à la place de celui qui est en vert ici, qui était un buffer, au final pas circulaire, juste un buffer simple. D'accord. Ce qui va changer, ça va pas être le main, ça va pas être l'interruption, ça va pas être la configuration. Ce qui va changer, ça va être juste donc, le buffer circulaire, et puis vous voyez, comme il y a des liens avec la fonction UART1 ISRProcess et des liens avec la fonction UART1 getC, eh ben, il va falloir changer légèrement ces petits liens-là. Ok. Mais je vais prendre l'exemple quand même, je vais me remettre ici. Donc on va faire notre buffer circulaire. Notre buffer circulaire, du coup, ça ressemble à quoi? C'est un tableau, on l'a dit, dans lequel on va avoir plusieurs cases pour pouvoir stocker plusieurs éléments. Ok. Donc toutes ces cases-là, au fur et à mesure, vont stocker à chaque fois un caractère. C'est-à-dire que c'est quoi la largeur de ces cases-là? Pardon. 8 bits. On est toujours sur des données qui font 8 bits de large. Ok, parce qu'on veut stocker nos caractères. Donc de là à là, 8 bits. Ok. Donc ça, c'est mon buffer circulaire. Je vais reprendre le même schéma qu'ici, c'est-à-dire que j'ai ma routine d'interruption. Donc ISRProcess qui est là. Donc qui va gérer quand je reçois une interruption. Et puis je vais prendre une autre couleur, on va avoir ici pour la partie UART1 getC. Donc là qui est la partie lecture. Donc ça effectivement oui, lecture. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu la doc, enfin le sujet de TP. On vous parle pour le buffer circulaire d'un écrivain et d'un lecteur. Ok. Donc nous, ça va être la routine d'interruption qui va écrire. Et on va avoir la partie getC qui va faire la lecture. Alors comment ça marche? Supposons j'envoie toujours Chuck Norris. Ok. Quel est le premier caractère que je reçois? Le C. Le C il provient d'où? De laquelle des deux entités, rouge ou bleu là? ISRProcess ou UART1 getC? Perdu. Process. Pourquoi? Parce que le caractère, je le reçois par mon périphérique. Mon périphérique, quand je reçois un caractère, il déclenche une interruption. Et avec cette interruption, ce qu'on faisait avant, c'est mettre ça dans le buffer simple. Mais là, on va mettre ça dans le buffer circulaire cette fois-ci. Et là, je reçois le C. Ok. Supposons, j'ai pas encore traité la lecture, je reçois le U. Non, le H de Chuck Norris. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Je vais le stocker où? Il remplace le C. Il remplace le C? Non, il va pas remplacer le C. Il se met en dessous. Il va se mettre en dessous. Alors, effectivement, la stratégie de il remplace le C et le C il descend aurait pu être faite, sauf que le problème c'est que ça implique de déplacer des données en mémoire et ça c'est long. Donc on va éviter de faire ça. Ce qu'on va plutôt faire, c'est dire bah tiens, la case vers laquelle je pointe, elle descend. Et là du coup, elle descend. En fait, ça c'est ce qu'on va appeler dans notre sujet de TP IDX write, c'est l'indice de lecture. C'est-à-dire qu'il pointe vers la prochaine case, enfin il contient l'indice de la prochaine case à écrire. Donc si je reçois un U, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez maintenant un peu plus. Je mets le U dans cette case-là et j'incrémente mon compteur de boucle. Ok, donc à chaque fois l'opération qui se passe là-dessus, c'est un plus plus. Ok. Maintenant, pour lire les trois caractères, comment je vais me débrouiller, à votre avis? Je vais appeler la fonction getC. La fonction getC, qu'est-ce qu'elle va faire? Le premier caractère qu'elle doit lire, c'est lequel? C. Ça va être le C qui est là. On va faire Et donc on va voir, oui. pareil, un indice pour la lecture qui indique la prochaine case à lire. Donc, si j'ai pas encore lu le C, la prochaine case à lire, c'est celle-là. Mais si j'ai lu le C, qu'est-ce que je fais? Plus, plus. Et je vais chercher la case suivante. Ok. Si je refais encore une lecture, qu'est-ce qui se passe? Plus, ça passe au U. Ok. Donc, la prochaine case, je lis le H, et la prochaine case à lire, c'est celle où il y a le U. Je refais encore une lecture, qu'est-ce qui se passe? Rien, parce que c'est vide. Bah non. J'ai bien un U que je peux lire. Donc, pour l'instant, je vais pouvoir lire la case U, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Plus, plus, je pointe ici. Et ensuite, je refais une nouvelle lecture. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est vide. La case, elle est vide. Alors, est-ce qu'elle est vraiment vide? Dans la vraie vie, non. Il y a juste quelque chose d'indéterminé dedans, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, comment je peux me dire, tiens, cette case, effectivement, elle est vide? On fait un slash 0. Non, on va pas mettre de backslash 0. On pourrait comparer les indices.
et dire en gros, IndexRead n'a pas le droit d'aller plus loin que IndexWrite. Ok, ce qui veut dire que je ne peux pas lire plus que ce que j'ai rempli. Ok. C'est une première possibilité. Une autre possibilité, c'est celle qui vous est proposée dans la structure qui est ici. On a un troisième champ qui s'appelle nombre élément. Donc ce champ nombre élément, il va compter le nombre d'éléments, tout simplement. Nombre LT, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et du coup, nombre élément, comment il va évoluer? Si par exemple je reçois le petit c de Chuck, Là, il y a nombre élément, il est censé être égal à combien là? Bah non, pas 4. J'aurais dû le reprendre depuis le début, mais c'est pas grave. En fait, ce qu'on va faire, c'est que lui, il va faire un plus plus. donc c'est bon. Donc oui, en tout, il a été incrémenté 4 fois. Mais qu'est-ce que va faire notre lecture? S'il a lu, Décrémenté. il va dire, bah attends, maintenant il y a un élément en moins à lire. Ok. Donc on va avoir ce buffer circulaire. On va avoir, comme il faut gérer plusieurs cases cette fois-ci, on a deux petits nouveaux qui arrivent, c'est l'indice de lecture ici et l'indice d'écriture ici. C'est les deux petits nouveaux. Par contre, le nombre d'éléments, il ressemble très fortement à quelque chose qu'on avait déjà, qui était l'indicateur réception. Nous, on a mis true ou false avant, mais en fait, on aurait très bien pu faire un plus plus dans notre routine d'interruption et un moins moins dans notre fonction de lecture. Et puis juste regarder, est-ce que j'ai 0 élément ou est-ce que j'ai au moins un élément. Ok. Bref, en gros, buffer circulaire, on va avoir 3 champs, l'indice de lecture, l'indice d'écriture et le nombre d'éléments. Et en plus, on va avoir un tableau. Et ça, pour vous donner les billes sur comment on va pouvoir avancer, enfin comment vous allez pouvoir avancer, et bien tout est là. Ça ressemble à quoi, ça? Une structure. C'est une structure. Une structure, si vous vous rappelez bien, c'est une variable qui contient des sous-variables, si vous voulez. Et pourquoi on a défini une structure? On n'est pas obligé de travailler avec une structure. Et pourquoi on le fait? Ben en fait, à partir du moment où on considère que plusieurs variables, c'est-à-dire le IndexRead, le nombre d'éléments, le IndexWrite et le buffer, à partir du moment où on considère que ces éléments-là, ils ont un rôle commun, une fonction commune, et bien en fait, on va tous les intégrer dans ce qu'on appelle une structure. Ok. Au premier semestre, vous vous souvenez peut-être avoir fait en C la structure complexe, parce que pour un nombre complexe, la partie imaginaire et la partie réelle sont au final indissociables. C'est ce qui forme le complexe. Ok. Et bien là, on va considérer que pour gérer le buffer circulaire, de manière indissociable, il nous faut un indice pour la lecture, un indice pour l'écriture, compter le nombre d'éléments, et puis le tableau qui va tout contenir. Ça vous va? Ouais. J'ai pas compris, à quoi est égal le nombre d'éléments là, dans ce cas-là, quand c'est 4 caractères, et du coup, enfin, c'est pas égal à 4. Alors, notre nombre d'éléments, là, il vaut 0. En fait, si tu veux, si je reprends, pof, si je m'en mets au tout départ, je supprime ça, 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 ça. Au tout départ, on va considérer que mon indice de lecture, mon indice d'écriture, pardon, il vaut 0. Ok. La prochaine case dans laquelle j'irai écrire, c'est 0. Pareil pour mon indice de lecture, la prochaine case dans laquelle j'irai lire, c'est 0. Et au tout départ, je considère que j'ai 0 élément. Et à chaque fois que j'en stocke 1, et bah plus plus. Donc là, ça vaut 1, là, ça vaut 2, là, ça vaut 3. Ok. Sachant que lui, paf, il s'est déplacé par ici. Mais à chaque fois que j'en lis 1, il décrémente de 1. Donc en fait, c'est pas tant un nombre absolu, mais ça correspond, si tu veux, d'une certaine manière, à la différence au nombre de positions d'écart entre l'indice de lecture et d'écriture. Voilà. Si les deux sont alignés, j'ai fait autant d'incréments que de décréments. Donc ça vaut 0, j'ai 0 élément à lire. En fait, voilà, nombre d'éléments, il ne faut pas compter que c'est le nombre d'éléments dans le tableau, mais le nombre d'éléments restant à lire. Ok. Donc voilà, vous avez cette petite présentation qui vous permet de voir à quoi ressemble, enfin, à quoi servent tous les champs du buffer circulaire. Ce que vous devez faire, vous, votre rôle, c'est, à partir de cette structure-là, réimplémenter le buffer, enfin, implémenter le buffer circulaire à la place de ce buffer-là. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le main, ça ne va rien changer, pour les fonctions, ça ne va quasiment rien changer, juste pour ISR process et URT1 getC, parce que, en fait, comme vous changez l'élément qui est au centre ici,
vous allez changer forcément les interfaces qui sont là. Donc à vous de gérer ça. Ça vous va?